Je vais répondre à un commentaire super intéressant et qui touche au cœur du sujet de la chaîne, sous la vidéo critique, ma première vidéo critique de Guénon. La question, enfin le commentaire, c'est pas vraiment une question, c'est « Je ne comprends pas ton souhait de rapprocher science et spiritualité ». Alors le commentaire est très bien articulé, donc je vais le décortiquer phrase à phrase, mais grosso modo, l'idée c'est « On ne peut pas réconcilier science et spiritualité qui sont opposées par nature ». Donc, en gros, je traduis avec mon langage à moi, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne qui veut ménager la chèvre et le chou? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a du sens? Et les critiques que Nicolas m'adresse sont 100% justifiées, il y a vraiment aucun reproche à faire de ce côté-là. Et en plus, ce sont des critiques récurrentes, c'est-à-dire, c'est effectivement, dans les milieux scientifiques, c'est l'attitude par défaut, en fait, face à la spiritualité. Donc je vais y répondre. D'abord, j'ai envie de dire, j'ai pas le choix. J'ai fait des études scientifiques, j'étais en prépa, j'en ai bouffé des maths, de la physique, et j'adorais ça, hein. C'est pas du tout pour dire que ça a été pénible et que je me suis rabattu sur la spiritualité. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Une fois mes études terminées, j'étais en école d'ingé, j'ai fait une expérience mystique qui a tout foutu en l'air, tout ce que je pensais justement sur la réalité, la science et tout ça. Donc, depuis ce temps-là, ça fait 30 ans que la question m'intéresse de ces deux approches complètement opposées en apparence, mais qui ne sont pas du tout pour moi. Donc c'est pour dire que je comprends tout à fait que, en fait, peut-être que tu ne comprends pas, Nicolas, mais peut-être aussi que c'est pas ton truc, c'est tout. Auquel cas, cette chaîne n'est pas faite pour toi, c'est tout. Et je dis ça sans animosité, hein, vraiment. Hein. Et moi, je ne changerai pas. C'est mon projet, c'est ce qui me branche dans la vie. Donc, tu comprends bien que non seulement je suis pas d'accord, mais c'est un très long désaccord, quoi. C'est pas quelque chose que je vais remettre en question comme ça. Parce que, en fait, toute ma vie m'a amené à la conclusion inverse. Donc peut-être que je me trompe, hein, il n'y a pas de souci, hein, et on va en discuter, je vais te donner mes arguments. Mais il n'empêche que c'est peut-être juste pas ton truc, ce que je propose sur cette chaîne. Donc, on va y aller phrase à phrase. La science est neutre et objective. Oui, mais là, tu parles en fait de la science. Donc, je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo sur Guénon, mais là, tu parles de la science, de l'ancienne science, c'est-à-dire la science mécaniste, objectiviste, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La mécanique quantique nous montre que, ben, justement, il n'y a pas d'objectivité. C'est bien le gros problème auquel fait face l'épistémologie actuellement. Hein. C'est l'observateur joue un rôle. Donc, oui, la vieille science, oui, c'était ça. La science de Descartes, la science de Newton, oui, tout à fait. Et cette science existe toujours. La science, on va dire, du monde macro. Alors, moi, j'aime pas trop le monde macro, parce que le monde macro, on devrait réserver ça plutôt à la cosmologie. On devrait dire méso. Notre monde à nous, c'est le monde méso. Mais bon, et après, il y a le monde micro, celui de la quantique. Mais bon, ok, on va pas chipoter. Donc, ok, grosso modo, oui, d'accord. Malgré le bémol que je viens de dire, je suis relativement d'accord. En tout cas, je comprends ce point de vue. Elle met à jour des vérités sur le monde réel. Oui. Alors, tu n'es pas sans savoir que le terme de vérité et le terme de réalité sont extrêmement délicats à manier en philosophie. Et je vais pas partir là-dedans, parce que là, sinon, il y en a pour des heures et des heures. Il y a des traités entiers sur qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est la réalité et la vérité. Et le réel, en fait, ma position, mais c'est pas ma position personnelle, c'est la position de plein de philosophes. On sait pas ce que c'est, en fait. Ou si tu veux, on va dire, c'est un horizon qu'on ne peut pas atteindre. Ma position à moi, c'est ça. Le réel, on sait pas ce que c'est. C'est l'horizon du trou noir. On sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on le saura jamais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as la vision, ce qui s'appelle en philosophie, la vision naïve du réel. Donc, bon, ok. Mais je comprends aussi ce point de vue, d'accord. On est d'accord. En première approximation, en premier ordre, la science, c'est ça. Ok, très bien. Et ce qu'on a découvert a parfois heurté notre ego, notre vision du monde. Oui, j'ai même envie de dire, c'est presque la caractéristique de la science, en fait. Hein. Si ça faisait que confirmer ce qu'on sait déjà, ça ne nous servirait pas à grand-chose. Donc en fait, oui, c'est inhérent au processus scientifique. On sait qu'on va être heurté par qu'on va très probablement être heurté par ce qu'on va découvrir.
Là-dessus, encore une fois, tout à fait d'accord. Mais ce qu'on découvre est indépendant de ce qu'on croit. Bon, crois-tu que la science fait des découvertes grâce à la métaphysique à la fois ou à la croyance des chercheurs? Eh ben oui. Alors là, en première approximation, oui, parce que tu te places dans le paradigme objectiviste qui, bon, aujourd'hui est dépassé, mais admettons. Mais même dans ce paradigme, il y a toujours eu, en fait, des affrontements de croyances. Le processus de la science, c'est précisément qu'elle permet aux chercheurs d'établir enfin, ils appellent ça des hypothèses. Ok, mais en vrai, c'est je crois que le monde, il est comme ça, et je vais le tester. Je vais voir si je peux réfuter ma croyance. Et si je ne peux pas la réfuter, eh ben, on va dire que c'est l'hypothèse prédominante à un moment donné. Mais au final, ce ne sont que des croyances. Quand Newton disait la gravité, c'est une force, ceci, cela, aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc on sait que c'était la croyance de Newton qui était étayée par son cadre épistémologique. Et le cadre épistémologique a changé depuis, la manière d'interpréter la réalité a changé depuis, ou en tout cas, la manière de comprendre les équations ont changé depuis, les équations qui décrivent la réalité, entre guillemets, ont changé depuis. Mais même, ça a toujours été un affrontement de croyances entre les chercheurs. Il y a, par exemple, le vieux débat sur l'éther. Avant que il y ait l'expérience de Maury Michelson, enfin je sais plus, je me souviens jamais les noms, mais qui tranche la question. Il y avait ceux qui croyaient qu'il y avait un éther et ceux qui croyaient qu'il n'y avait pas un éther. Donc le processus de la science, c'est bien un affrontement entre croyances de chercheurs. Alors la science elle-même, effectivement, elle est au-dessus des croyances. Elle permet d'organiser les croyances. Mais bien sûr que la croyance des chercheurs, elle joue, évidemment. Et non, on ne découvre pas indépendamment de ce qu'on croit. Enfin, c'est plus compliqué, je viens d'expliquer. Donc, on affronte nos croyances sur la science, enfin, pardon, sur la réalité et sur la vérité. Donc, c'est plus compliqué, encore une fois, que ce que tu annonces là. Mais oui, en première approximation, c'est comme ça qu'on l'explique. Donc, je ne connais pas, en fait, ton niveau en sciences. Si tu t'es arrêté ce qui est enseigné à l'école, même en université, si t'es pas allé chercher plus loin sur l'épistémologie, je sais pas, Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, etc., etc., ou même la philosophie du réel et de la conscience, tu as l'air de connaître un peu, tu verras que c'est plus compliqué. C'est le contraire. Oui, dans la science, comment dire, la science scolaire, quoi. La science universitaire, non, c'est pas le contraire. La science est universaliste, testable et reproductible par n'importe qui. La science, les sciences durent. Et encore, c'est pas vrai en mécanique quantique. Enfin, si. Bon, c'est quand même, c'est relativement vrai, mais on sait que l'observateur joue un rôle. Par contre, c'est pas du tout vrai en sciences humaines. Alors, tu dis que c'est plus de la science et c'est même pas complètement vrai pas que les sciences humaines, même les sciences, même la biologie, c'est limite. D'ailleurs, c'est un grand débat. Le darwinisme n'est pas falsifiable, en fait. Donc, est-ce que c'est de la science, la théorie de l'évolution? Oui, de mon point de vue, oui, c'est de la science. Je vais pas te dire que c'est une métaphysique, mais on n'est pas loin de la métaphysique, en fait. C'est presque un cadre... c'est presque un cadre épistémologique dans lequel on fait de la science. Et tu as pareil dans la psychologie aujourd'hui. Le principe d'énergie libre de Carl Friston n'est pas falsifiable. Mais par contre, il permet d'établir en dessous des théories qui le sont. Donc c'est l'inférence active, en français, pardon, le predictive processing aussi, voilà. Donc c'est plus compliqué, encore une fois. La science universaliste, et ça c'est ce qu'on apprend à l'école, et même en université, c'est après, alors je suis pas chercheur, hein, mais je surveille ces travaux, donc c'est après qu'on découvre que c'est plus compliqué que ça, en fait. Elle ne dit pas quoi faire des découvertes. Alors là-dessus, 100% d'accord. La science est descriptive et pas prescriptive. Et ça, c'est un énorme malentendu dans la science, enfin chez beaucoup d'universitaires. Hein, et c'est précisément au cœur de la guerre culturelle. C'est que il y a des scientifiques qui ont commencé, des universitaires, notamment dans ce dont on parlait précédemment, les sciences humaines et les sciences du vivant, qui ont commencé à mélanger la morale et la science, qui ont commencé à faire du prescriptif à partir du descriptif. Ce qui est la base, la guillotine de Hume, tu fais pas ça, tu ne déduis pas ce qui doit être de ce qui est,
et inversement. Tu ne déduis pas ce qui ne doit pas être de ce qui n'est pas. Donc, oui, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Ah oui, ah oui, quand tu dis elle est testable et reproductible. Bon, je sais pas ce que tu as vu des vidéos de cette chaîne, mais ça aussi c'est un point hyper important. C'est beaucoup moins simple que tu ne le crois, cette histoire. Je vais t'expliquer assez succinctement ce que j'entends par là. D'abord, je ne sais pas si tu sais, il y a une crise de la reproductibilité en science. Alors, certains disent, oui, c'est bon, c'est réglé, on a amélioré nos protocoles et tout. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, il y a eu des améliorations, mais non, c'est loin d'être terminé. Est-ce que tu sais d'où vient cette crise de la reproductibilité? Ça vient des études sur le paranormal, donc les études sur le psy-effect. J'en parle, je crois... je sais, j'ai un trou. Je crois, ouais, j'en parle ici, là, dans le bouquin sur la santé, parce que je parle de l'effet placebo. Et là, l'effet placebo, c'est un gros, comment dire, c'est un gros point qui est mis sur le tapis de l'épistémologie hein, actuellement. Hein. Quand tu creuses un peu cette histoire d'effet placebo, t'as deux, trois petites surprises qui est derrière quand même. Quand tu découvres que, alors je crois que ce que j'affirme là, je crois que je l'explique dans ce bouquin. Et peut-être que j'en parle dans Cantalia, ouais, si aussi, mais pas exactement sous le même angle. Donc, quand tu découvres que la taille des effets des études sur les médicaments ne sont pas plus importants que les tailles des effets des études sur le paranormal, il y a de quoi se poser des questions sur le système médical et sur ce qu'on nous vend. Je suppose que tu connais la p-value dans le milieu médical. Alors dans les sciences dures, la p-value, je sais plus c'est combien de chiffres après la virgule, c'est 12 ou 15, j'ai oublié. Dans le système médical, c'est 0,5. Et en fait, avec ce seuil-là, en fait, tu peux pas différencier un effet psy, un effet paranormal de l'effet d'un médicament. Et donc, je te dis, ça pose beaucoup de questions et sur ce côté reproductible. Hein, et ça touche le médical. Hein, donc, c'est pas juste un truc en l'air pour des expériences un peu farfelues. Hein, ou pour des expériences uniquement en psychologie. Donc, par exemple, je te le dis, l'effet placebo, c'est pas un effet constant. C'est-à-dire, on peut avoir plus ou moins de placebo. Et ça, l'effet placebo, évidemment que tu te retrouves devant un paradoxe, c'est que quand tu fais une expérience, la personne, elle peut savoir qu'elle est au sein d'une expérience. Et c'est compliqué de faire l'isolation, parce que tu vas me dire, oui, on va pas le dire au patient. Oui, mais il faut pas le dire non plus au médecin. Quand on parle d'expérience en double aveugle, c'est qu'il ne faut pas non plus que le médecin qui donne le médicament soit au courant. Et maintenant, on parle de triple aveugle, pour te dire jusqu'à quel point l'isolation de l'effet de celui qui mène l'expérience, c'est extrêmement difficile à isoler. Donc, tout ça, ça ne concerne pas la physique, hein, ou la mécanique des fluides, ou je sais pas quoi. Mais quand on parle de science, il y a tout ça aussi qui est inclus dedans. Donc, là, tu as encore une fois une vision naïve de la science. Alors, je dis pas ça pour être insultant, mais c'est ce qui ressort de ce que tu expliques, enfin, de la manière dont tu formules les choses. C'est pas faux, mais c'est daté. Alors, maintenant, on en arrive à la spiritualité. Elle dit simplement ce qui est. Voilà, avec tous les bémols qu'on vient de dire. Mais oui, grosso modo, en première approximation, je suis d'accord. La spiritualité ne peut pas aider la science. Elle ne peut que l'entraver. Alors là, je suis pas d'accord, je vais t'expliquer pourquoi. Alors là, oui, tu parles de la science. Et c'est parce qu'elle s'est libérée de l'autorité religieuse qu'elle a pu faire un temps de découverte. 100% d'accord là-dessus. Donc, j'en déduis que, pour toi, la spiritualité, en fait, c'est un truc lié à la religion. Et historiquement, c'est le cas. La spiritualité s'est émancipée aussi de la religion, en fait. Elle s'est libérée de la religion autant que la science. Et ça, en fait, quand tu fais l'historique de ça, c'est le cas depuis le début. Ça s'appelle l'occultisme, l'ésotérisme, et c'est devenu aujourd'hui plus mainstream. Avant, c'était caché parce que l'Église interdisait formellement de s'intéresser à ces questions-là. Hein. Giordano Bruno, Giordano Bruno s'est fait brûler à cause de ça. Donc, et puis la chasse aux sorcières. Donc, ouais, ça a jeté un froid. Donc, forcément, ça a été caché, tout ça. Mais en fait, la spiritualité s'est aussi dissociée de la religion dès le début. Et qu'il y a eu cette scission, c'est-à-dire à la Renaissance, avec la redécouverte des textes grecs. J'en parle tout ça dans Cantalia. Donc,
je m'avance un peu. La spiritualité dont je ne saisis pas bien ta définition est ce qui a besoin de sens dans nos vies, j'imagine. Donc j'anticipe la suite parce que pour répondre à ça, elle ne peut que l'entraver. Je suis obligé de t'expliquer ma définition de la spiritualité, et je dis bien la mienne, enfin c'est pas que la mienne, mais la spiritualité, donc les chercheurs se sont demandé c'est quoi la spiritualité. Ils sont allés voir les gens, ils leur ont posé la question. En fait, il n'y a pas deux personnes qui vont donner la même définition. Ceci dit, ce qui ressort globalement, c'est la spiritualité, c'est le besoin de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Voilà. Moi, j'utilise pas vraiment cette définition, elle est incluse dans ma définition, donc je vais expliquer maintenant ce que j'entends par spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est la métacognition, c'est-à-dire la cognition sur ta cognition. Et quand je dis cognition, j'entends la version incarnée de la cognition. Donc c'est un peu complexe à expliquer en quelques mots, mais je n'entends pas, je parle pas de cognition au sens juste le processus de calcul mental dans le cerveau. Pour moi, c'est quelque chose qui est incarné, qui est indissociable. Donc je fais partie de ceux qui, à la suite d'Antonio Damasio et beaucoup d'autres, c'est les sciences cognitives aujourd'hui, c'est le standard en fait. L'énaction, Valera, ou Varela, je sais plus. Je m'inscris dans cette branche-là. Donc c'est la métacognition. C'est comment influencer sur ses propres processus cognitifs. Ça peut se faire par la pensée elle-même, et grosso modo, je considère que la philosophie, c'est ça. Ça peut se faire à travers le corps, donc tu modifies, tu agis sur ton corps pour agir sur ta pensée, et ça, c'est le principe du yoga. Le yoga est une technique, un ensemble de techniques métacognitives. Et pour moi, c'est ça. Je me considère comme un yogi, hein, et la spiritualité, ça a toujours été ça pour moi. Des techniques pour agir sur mon propre esprit, pour agir sur la manière dont mon esprit fonctionne. Donc l'épistémologie fait indirectement partie de ça. La création de sens, comment je fabrique le sens, comment je donne du sens à ma vie, c'est de la métacognition, bien évidemment. Donc ma conception est plus vaste. Donc le fait de se relier à des choses plus grandes que soi, et comment on s'y relie, et comment notre esprit fonctionne pour faire ça, tout ça, pour moi, c'est de la métacognition, c'est de la spiritualité. Spiritualité, spiritus, l'esprit. Tout ce qui a trait à l'esprit. Donc j'ai une définition un peu large de la chose, mais la spiritualité, celle que très probablement toi tu connais, celle qui est populaire, la spiritualité populaire, donc les anglo-saxons ils vont dire folk spirituality, c'est pas mon truc. Les trucs New Age et tout, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'y été beaucoup confronté parce qu'évidemment, quand tu commences à t'intéresser, comme moi, suite à une expérience mystique à la spiritualité, t'es confronté à ça. C'est ce qu'on te met en face. C'est le truc qui est partout. Donc ça a été un long chemin pour moi justement de remonter le fil et de me dire ah mais en fait la science aussi s'y intéresse. Les scientifiques, les philosophes, l'épistémologie, les sciences, la philosophie de la conscience, etc. Et notamment c'est à travers John Vervaeke qui est voilà, ici que j'ai découvert une approche complètement philosophique. Hein. Lui, c'est un philosophe, comment dire, il a fait des études de philosophie, c'est un professeur de philosophie, alors il est aussi dans les sciences cognitives, mais je veux dire, c'est un chercheur qui publie, quoi. Hein. On va regarder son H-index, si tu veux. Voilà, il est marqué scientifique cognitiviste. Voilà, H-index 12, bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà, bon, nombre de publications, mais c'est bizarre, 34, il y en a plus que ça, mais bon, citations, bon, voilà, enfin, en tout cas, moi, je me réclame de lui dans le sens où c'est lui qui m'a ouvert à toute cette branche. Donc je continue. Donc cette spiritualité-là, la technique de l'esprit, évidemment que ça nous aide pour faire de la bonne science. Puisque, et quelque part, l'étude de tes biais cognitifs, ça en fait partie, pour moi, de la spiritualité, tu vois, par exemple. Donc, si tu veux faire de la bonne science, connaître tes biais cognitifs, c'est la moindre des choses. Mais c'est pas tout. C'est que ça te permet aussi de mieux utiliser ton cerveau, de créer, en fait, de la sérendipité. D'être plus créatif, d'être plus inspiré. Et ça, tu n'es pas sans savoir, par exemple, que James Crick, l'inventeur de l'ADN, il a vu le truc, il a vu l'ADN en rêve.
Et en fait, ça se cultive. Donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui le savent et qui le font, puisque aujourd'hui, tout est un peu... tout fonctionne un peu en silo, parce qu'on a tellement de connaissances et de domaines de la science que les gens... c'est pas moi, si tu fais de la chimie, tu t'intéresses pas, tu t'intéresses pas aux sciences cognitives et aux méthodes pour être plus créatif dans ton boulot et plus performant. Bon, moi j'y peux rien, mais ça existe. Donc si, bien sûr que si, la spiritualité peut tout à fait aider à faire de la science. Par contre, oui, c'est pas la spiritualité qui va venir dire c'est quoi la méthode scientifique. Ok, ça c'est spécifique. Mais inversement, pour moi, la science aide beaucoup à la spiritualité, justement, parce qu'elle apporte une méthode pour sortir des controverses infinies qu'il y a en spiritualité, et notamment dans le milieu occultiste. Ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Où je vais en parler dans celle où je parle des mythes, de l'approche des mythes de Guénon. Je sais pas si ça sera la prochaine ou celle d'avant. Donc elle ne peut que l'entraver. Oui, elle peut l'entraver, mais elle peut aussi la féconder. Mais je suis d'accord que 95-98% du temps, elle l'entrave. Parce qu'effectivement, c'est les croyances qui viennent interférer. Mais le principe, la méthode scientifique, c'est justement d'utiliser, c'est ce que je te disais précédemment, d'utiliser les différences de croyances pour aboutir à quelque chose derrière. Parce qu'on va le confronter à la réalité. Plutôt que de passer notre temps à dire oui, c'est comme ci ou c'est comme ça, on invente une expérience qui permet de trancher la question. Et ça, on peut aussi le faire, bien que ce soit plus difficile, dans le domaine spirituel. Tu dis que telle méthode est mieux que telle autre méthode pour modifier ton propre esprit, et ok, on teste, on teste tous les deux la même méthode. Alors, évidemment, il y a c'est beaucoup plus difficile. Bon, je rentre pas dans ces détails, mais en tout cas, ça peut aider. Et ça aide d'une autre manière, c'est que si la spiritualité, si la science dit ceci n'est pas vrai, dans ce cas, la spiritualité... elle ne peut pas venir contre. C'est ce que je dis dans ma vidéo sur Guénon et l'unité. Voilà. Mais après, oui, l'autorité religieuse, les religions, il y a beaucoup de superstitions dedans. Et effectivement, là-dessus, je te rejoins. Mais c'est pas la spiritualité. Ou en tout cas, c'est pas la seule spiritualité. C'est une forme de spiritualité institutionnalisée à partir de conventions très anciennes. Mais effectivement, quand je dis réconcilier science et spiritualité, c'est pas dans un sens religieux, hein. Là-dessus on est d'accord. Hein. Certes, nous avons besoin d'éthique. Et comme tu l'as dit précédemment, je crois, la science est descriptive, pas prescriptive, donc en fait l'éthique c'est arbitraire. Et là-dessus c'est l'axiologie, donc il y en a qui vont dire l'éthique ça doit être comme ci, comme ça, mais en fait il n'y a que des écoles, hein, et elles sont pas toutes d'accord. Tu as les utilitaristes, les déontologistes, les universalistes, etc. etc. Mais... la science ne pourra pas dire. Il y a une part d'arbitraire. Là-dessus, on est d'accord. Mais quant aux applications... oui, et tu as tout à fait raison de dire, et ça fait partie des thématiques que je développe un peu, pas beaucoup, mais qui sont centrales pour moi, de la chaîne, c'est précisément... Tu parles de la technique. Je vais aller moins vite. Je vais lire le passage. Certes, nous avons besoin d'éthique, mais quant aux applications que nous allons faire avec les découvertes scientifiques. Donc, ici, nous sommes, ce que j'appelle l'ère digitale, c'est une ère d'explosion technologique, scientifique. C'est l'explosion cambrienne de la technologie à laquelle nous vivons. Et parmi les technologies qui modifient le plus notre anthropologie, il y en a beaucoup. Hein. La pilule contraceptive, par exemple, ça modifie beaucoup de choses dans les rapports hommes-femmes. Hein. Voilà, je mets en tête de liste, le Bitcoin, les IA, les réseaux sociaux. Mais il y en a plein d'autres. La machine à laver, ça a changé aussi beaucoup de choses. L'électricité a changé énormément de choses dans les relations humaines. Le fait que le soir, on peut avoir de la lumière, alors qu'avant, on avait quelques bougies, des fois un peu la lueur du feu. Donc il y a tellement de choses qui changent, donc on est d'accord. Et pour ça, on a besoin d'une éthique, et pour ça, la science ne peut pas nous la donner. Elle peut éventuellement nous dire, si tu fais ce choix, on aura très probablement ces conséquences-là. Mais avec plein de guillemets et de bémols, parce que dès qu'on touche à l'humain, c'est très difficile de prévoir des choses. Donc, aujourd'hui, il y a le réflexe de se rabattre sur les religions, pour dire, il y a trop d'innovation, il nous faut un cadre éthique, et le cadre éthique qu'on connaît et qui a marché, c'est la religion. Et moi, c'est pas du tout ma position, parce que justement, je dis... ce sont des vieux cadres éthiques qui ont été conçus pour un autre monde, qui ne sont pas adaptés au monde actuel. Donc il nous faut autre chose, il nous faut une nouvelle spiritualité, il nous faut une nouvelle éthique. Et
dans mon livre sur la guerre culturelle, c'est précisément le sujet que j'aborde. Précisément. Et pour l'aborder, j'y vais pas par la spiritualité, j'y vais par les sciences cognitives et notamment la psychologie évolutive. C'est une proposition, je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais je te dis, oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord et j'y travaille à tout ça. Ça fait partie de cette réconciliation science, spiritualité, société et santé. La science ne dit pas quoi faire des connaissances qu'elle construit. Oui. L'éthique et la spiritualité ne disent pas comment construire ces connaissances. Oui. Au petit bémol de ce que je t'ai dit avant. Mais oui, grosso modo, on est d'accord. La spiritualité, dont je ne saisis pas bien ta définition, et ce besoin de sens dans nos vies, j'imagine. Oui, ça en fait partie. C'est très réducteur, je t'ai expliqué tout à l'heure. Je ne nie pas ce besoin. Très bien. Tout le monde a besoin de donner un sens à sa vie, ses actes individuellement et collectivement en tant que société. Voilà. Ben moi, le sens que je donne à ma vie, c'est réconcilier science et spiritualité. Voilà. Peut-être ça changera dans 50 ans, si je suis encore en vie. Mais aujourd'hui, c'est ça le sens que je donne à ma vie. Mais on ne découvre pas d'effets sur la nature grâce à nos croyances ou à une spiritualité. Ben si, je te l'ai dit avant, en fait, les croyances et la spiritualité précèdent les expériences scientifiques, en fait. Et après, effectivement, la science, elle tranche. Mais si, on teste ce qu'on croit. On peut pas faire autrement. Tu peux pas tester un truc que t'as pas eu l'idée dans ta tête. Et si l'idée ne t'a pas intéressé, si elle ne donne pas de sens pour toi, et ben du coup, tu t'en fous, tu la rejettes, tu passes à une autre. Mais si. C'est juste qu'il faut observer plus finement le processus qui amène à la science, le processus qui précède la science. Ou alors, il faudrait appuyer cette assertion sur des preuves. Et en plus, il y a ce que je t'ai dit, la sérendipité. Alors, il y a quelques... je ne sais pas si on peut considérer ça comme des preuves. Il y a quelques études, je n'ai pas trop creusé sur cette question de la sérendipité. Les sciences cognitives auxquelles tu fais appel pour soutenir ta pensée ne concluent pas que la conscience fait justement ce pont. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est précisément parce qu'elle ne conclut pas ça que j'ai écrit ce bouquin pour dire « les gars, peut-être il faudrait creuser un peu plus cette piste. » Ou donc je propose l'hypothèse que la conscience soit un phénomène quantique. Et donc c'est pas du mysticisme gélatineux que je propose. Je le propose comme hypothèse scientifique. C'est pas une publication scientifique que j'ai fait, c'est pas du niveau universitaire, j'en suis conscient, mais j'ai fait, c'est un essai si tu veux, donc j'ai un parti pris dès le début, je dis, regardons tout ce qu'on a accumulé sur ce sujet, est-ce que ça vaudrait pas le coup de creuser un peu plus ? Et en l'occurrence, il y a vraiment une grosse littérature scientifique sur le sujet. Mais on est d'accord, c'est pas le point de vue mainstream aujourd'hui, bien qu'il progresse d'année en année, hein. Le point de vue de la conscience en tant que phénomène quantique, hein, j'entends. Donc, les sciences cognitives elles concluent rien. Elles ne concluent pas qu'elles ne concluent pas sur la conscience. On ne sait pas, en fait, aujourd'hui. Il y a plusieurs écoles. Donc, le point de vue de David Chalmers est même très controversé. Oui, il est controversé, si tu veux, mais en fait, Chalmers, il est cité partout, hein, c'est le point de départ. Il a initié une révolution, alors elle est en cours, pour l'instant, on ne sait pas. Donc tout le monde se casse les dents sur ce problème, le problème difficile de la conscience. Mais c'est pas du tout, il n'est pas du tout rejeté, ce problème, au contraire, hein, il est central dans bien des études. Souvent vu comme une tentative d'intrusion spiritualiste, dualiste, bien qu'ils s'en défendent. Bah oui, ils s'en défendent parce que c'est pas le cas. Mais c'est récupéré par des gens comme moi, spiritualistes, si tu veux, oui. Mais moi, je suis pas dualiste, par contre. Je suis plutôt moniste. Comme beaucoup des scientifiques, des sciences cognitives, et là, ce sont des travaux que peut-être tu connais pas, je sais pas. Mais moi, c'est ceux qui m'intéressent. Alors, va regarder Michael Levin. Alors lui, il travaille pas sur la conscience, il travaille sur la cognition. Il y en a d'autres aussi. Il y a Chris Fields. Il y a aussi Carl Friston. Bon, le géant Carl Friston. En fait, si tu veux, la conscience, j'ai étudié ça, enfin, j'ai produit mon essai dans Cantalia sur la conscience, mais en fait, la conscience, je m'en fiche un peu, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la cognition. Mon sujet, ici, sur cette chaîne, c'est plutôt la cognition que la conscience. Et la cognition, c'est central dans les sciences cognitives, hein, et oui, les sciences cognitives sont à majorité matérialistes, réductionnistes, beaucoup moins que tu ne le crois.
dans leur approche de la conscience et de son émergence dans la nature. Ben, je te garantis que la question de l'émergence, elle n'est pas pliée du tout en science. On commence à avoir quelques billes sur comment ça fonctionne l'émergence, mais bon, on en est loin. Et le réductionnisme, il est utilisé parce que c'est pratique dans de nombreuses sciences de la science. Si tu fais de la chimie, bah ouais, t'es réductionniste, tu vas pas t'emmerder avec ces questions-là. Quand t'es dans les sciences cognitives, je te garantis que là, par contre, c'est pas la même histoire. Il y a beaucoup moins de réductionnisme. Quand tu es dans la science de la complexité, le réductionnisme, tu le mets à la poubelle. Quand tu es dans la cosmologie, il y a plein de sous-domaines, en fait, des sciences. C'est vrai que c'est un peu en tâche de léopard, mais je te garantis que le réductionnisme, pour l'instant, il est bien remis en cause dans pas mal de domaines. Alors, oui, c'est mainstream, le réductionnisme. Mais bon, t'as compris que je m'en fichais, moi, de ce truc-là. C'est pas parce que c'est pratique. C'est comme en mécanique quantique. L'école de Copenhague, c'est calcul et tais-toi. On sait pas, on comprend pas, mais c'est pratique. Ce formalisme mathématique fonctionne, donc ok. Et ça n'empêche pas que tu as 50 interprétations différentes de la mécanique quantique. On ne sait pas laquelle est la bonne, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des tonnes de travaux dessus et que c'est là que ça se passe en vrai. La mécanique quantique et notamment comment on la relie à la gravitation. C'est là que sont les trucs intéressants. Donc si tu fais pas de la recherche, si tu es ingénieur par exemple, bah oui, le réductionnisme, pour toi, c'est très pratique. Si tu es chercheur dans ces domaines-là, le réductionnisme, il y en a plein qui mettent, je vais pas dire à la poubelle, mais qui le remettent beaucoup en question. Voilà. Voir les approches de Daniel Dennett ou plus récentes de François Camera. Bon, Daniel Dennett, j'ai pas beaucoup étudié ses travaux, je sais que c'est un géant de la philosophie. Le peu que j'ai vu de lui, j'adore. Camera, je connais pas. Je suis allé voir vite fait. Apparemment, c'est peut-être j'ai une connerie, mais il parle de l'illusionnisme. Bon, c'est pas du tout ma position, c'est pas du tout mainstream. Peut-être que c'est une branche qui monte en ce moment, j'en sais rien. Et j'ai rien contre, je m'en fiche. Why not? Ça change strictement rien à tous mes travaux et à tout ce que j'ai dit avant. Même si ça devenait le consensus. Mais il reste encore beaucoup de blancs. Oui, il reste encore beaucoup de blancs, mais là, je pense que c'est encore... je veux pas sonner condescendant, méprisant, machin. Mais t'es encore, en fait, dans la vieille conception de la science. Tu me fais penser à la catastrophe ultraviolette. Le siècle dernier, j'ai oublié le nom, j'en parle dans Cantalia, il y a un scientifique de l'époque qui a dit « Bon, il nous reste 2-3 trucs à fignoler aux entournures, et 2-3 petits problèmes à résoudre, et puis après c'est bon, quoi. On aura fini le projet de la science. » Bon, évidemment, tu t'en doutes, il y a eu la catastrophe ultraviolette, et qui nous a mené à la mécanique quantique. Et ce qu'on constate, c'est que chaque découverte scientifique nous apporte une réponse, mais que chaque réponse amène 3 questions derrière. Bon, t'as compris, 3 questions, c'est symbolique. Regarde, je te montre. Il y a une page Wikipédia. Voilà, liste des problèmes non résolus en physique. Regarde. Ah non, attends, je crois qu'il faut que j'aille sur la version anglaise. Voilà. Parce que je me disais, non, regarde tout ce qu'il y a. Chaque question à laquelle on a eu des réponses, regarde la chier de nouvelles questions qu'il y a derrière. Donc je vais pas toutes les prendre une par une. T'as compris le problème du lithium, je sais même pas ce que c'est. Les fast radio burst, je connais vaguement. La quantique chromodynamique. Bon, bref, t'as compris quoi. Et ça, t'as pareil en maths. Donc en fait, ce que tu dis, il reste encore beaucoup de blancs, il y en aura toujours plein, de plus en plus. La partie mystère, entre guillemets, elle ne va jamais cesser, elle est pas en train de réduire, en fait, elle est en train d'augmenter. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en préambule, là, quand tu me parles du réel, tu sembles avoir la notion naïve du réel. Et la notion... Quand tu te poses des questions sur ce que c'est la réalité, je te garantis que tu vas changer d'avis, et notamment parce que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, il y a un horizon, en fait. On a beau répondre à plein de choses, ça repousse plus loin l'horizon, mais il devient d'autant plus mystérieux, donc évidemment avec les grands problèmes de la physique que tu connais sûrement, l'énergie noire, la matière noire, qui ne sont que des croyances.
On appelle ça des hypothèses. Mais si tu veux, pour l'instant, ce sont des croyances. Ce sont des croyances qui répondent à l'inclinaison des chercheurs. Et ils confrontent ces croyances. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Et c'est ça la science. Oui, oui, bien sûr. Des tâtonnements, de l'objectivité, de l'humilité. Oui, et c'est pareil, c'est exactement pareil en spiritualité. C'est ce que je défends. Je défends une approche de la spiritualité inverse de celle de Guénon. Donc ça, c'est dans la vidéo que tu n'as pas vue, parce que c'est la vidéo qui sort après celle-ci où tu réponds. Où je dis justement ce que je n'aime pas dans la métaphysique et la spiritualité en général, c'est ce côté, j'ai la révélation, je te la donne et ta gueule. C'est comme ça, et je sais, je suis un initié, moi j'ai vécu l'initiation, machin bidule, et du coup il n'y a plus de tâtonnement d'objectivité et d'humilité. Donc ce côté-là, je te rejoins. C'est carrément, ma chaîne est là pour ça. La démarche scientifique, c'est justement de ne pas combler ces trous dans la connaissance par de la croyance. Tout à fait. Et je dis, dans la prochaine vidéo, que tu verras peut-être, je dis exactement ça. La métaphysique ne peut pas s'opposer à la physique. Si la physique dit ça c'est faux ou ça c'est vrai, et bien la métaphysique elle peut pas venir dire ah ben non t'as rien compris. C'est la question du transrationnel qui ne peut pas, le transcendant, qui ne peut pas, qui est au-delà du rationnel, mais qui du coup ne peut pas s'opposer au rationnel. Donc là-dessus 100% d'accord, et ça fait partie des thématiques de ma chaîne. Même si c'est douloureux de savoir que nous sommes une espèce parmi d'autres, apparus par le jeu du hasard et de la nécessité, et que nous ne sommes pas au centre de l'univers, ou encore peut-être que notre conscience, comme tout le reste jusqu'à présent, n'est qu'une manifestation de la matière. J'ai eu un débat récemment avec Milo de la chaîne Métadoxa sur cette question précisément, de la téléologie. Moi, je suis venu défendre que non, il n'y a pas de téléologie, et donc que l'évolution n'est que hasard et nécessité. Quand tu dis nécessité, moi je traduis ça par deuxième loi de la thermodynamique, tout court, la première, deuxième loi, auquel on rajoute, moi je rajoute, enfin pas moi, mais je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a une troisième loi de la thermodynamique, qui est en cours de discussion actuellement, de savoir s'il y a quelque chose qui nous amène un peu vers, c'est compliqué, vers plus de complexité. C'est la dernière théorie en date, c'est la loi de la complexité fonctionnelle croissante, un truc comme ça. J'ai oublié le terme exact. Mais bon, bref, ok. Mais moi, nécessité, pour moi, c'est les lois de la physique, et donc c'est la thermodynamique. Thermodynamique qui explique beaucoup de choses, hein, structure dissipative, d'Ilya Prigogine, je sais pas si tu connais, mais donc je me considère comme étant faisant partie des accélérationnistes, et l'accélérationnisme, c'est une philosophie qui se base beaucoup sur la thermodynamique, d'après les travaux enfin, moi j'ai découvert ça à travers les travaux de François Rodier, thermodynamique de l'évolution. Si tu connais ou si tu veux creuser la question. Nous ne sommes pas au centre de l'univers, si, ma conscience elle est au centre de l'univers, mais toi aussi. Et oui, on n'est pas plus au centre de l'univers que peut-être s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, et de toute manière, il n'y a pas de centre de l'univers, voilà, tout simplement. Donc oui, je suis d'accord, je chipote. Ou peut-être que notre conscience, tout comme le reste jusqu'à présent, n'est qu'une manifestation de la matière. En fait, oui, moi je suis de tendance moniste. Pour l'instant, c'est l'hypothèse qui me parle le plus. Donc je ne suis pas dualiste, et pour moi, la matière et la conscience sont les deux facettes de la même chose. Et là-dessus, il y a plein de travaux, en philosophie et même en physique. Tu vas regarder Donald Hoffman, il essaie d'unifier la mécanique quantique avec je vais pas creuser plus que ça, mais une théorie de la conscience. Bref, donc ça existe, ces travaux. Ici, quand tu dis ça, même si c'est douloureux de savoir que nous sommes une espèce parmi d'autres, si tu savais ce que je pense sur la question, je vais pas tout dire parce que il y a des choses qui sont clairement tellement, enfin c'est pas pour faire le mystérieux, mais qui sont tellement révolutionnaires que je n'ose pas en parler. J'en parle un peu, je fais ma pub pour ceux, mais j'ai pas trop développé cette question-là. J'en parle un peu pour les membres de la chaîne. Mais bon, bref, pour dire oui. Enfin si, j'en ai parlé. J'ai esquissé un petit début sur la chose,
va voir ma vidéo, nous sommes un singe politique. Donc je dis même pas que nous sommes une espèce parmi d'autres, je dis juste, nous sommes un singe. Les humains avaient toutes leurs prétentions sur... nous avons une âme que les autres animaux n'ont pas, ou... Enfin, je sais pas, en fait. Tout le débat sur quelle est la nature humaine. Bon, ben aujourd'hui, la science, elle a tranché. Il n'y a pas de nature humaine. Tout ce qu'on a chez nous existe, alors pas autant développé souvent, mais tout ce qu'on a en nous, dans notre condition, existe partout dans la nature. La politique, le rire, compter, raisonner, enfin bref, et tout, même la morale, tout existe chez d'autres animaux. Et pour ma part, je m'inscris dans les travaux de Michael Levin et d'autres. Et lui, c'est juste une tête de pont, qui dit que même un microbe a une cognition. Est-ce qu'il a une conscience? Bon, ben, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, il a une conscience. Peut-être les microbes ont une conscience phénoménologique comme nous. Freestone, lui, il est plus réservé là-dessus. Mais, par exemple, un des collaborateurs de Freestone, si je dis pas de bêtises, en tout cas de Michael Levin, ça c'est sûr, qui s'appelle Chris Fields, lui il défend clairement cette hypothèse. Hein. Il dit, et il explique, il y a un papier récent, alors, voyons si j'arrive à te le retrouver en direct. Chris Fields Research. Voilà, Chris Fields Research. Alors, c'est lequel que j'ai lu? Je crois que c'est celui-là. Dissolving the boundaries toward a scale-free formalization of physics system and observers. Je suis pas sûr à 100%, mais... Ouais, ben voilà. Bon, il travaille forcément avec Freestone, puisque Quantum Formulation of the Free Principal Energy, ça c'est Freestone. Ah, voilà, collègues Carl Freestone et Michael Levin. Voilà. Donc lui... Ah, ça c'était un talk. Ouais, je crois que c'est celui que j'ai vu. Bon voilà, lui il défend cette hypothèse. Que la conscience et cognition, c'est un peu difficile à séparer, on ne sait pas trop pour l'instant. Mais bon, bref. Donc lui, il défend que je crois la conscience, en tout cas, je sais plus s'il dit conscience ou cognition, ça va jusqu'à la bactérie, voire même en dessous. Donc tu vois où on en est. Hein. Et ce sont des travaux tout à fait sérieux. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais c'est juste pour te dire que je me considère pas différent d'une bactérie. Et je suis une association de bactéries, quelque part. Hein. Les cellules humaines, ce sont des bactéries. Donc, en fait, ma propre cognition émerge de la leur. Et ça, c'est les travaux de Michael Levin. Donc, pour te dire que... je pense que mon point de vue te ferait, à toi, te provoquerait beaucoup plus de douleur que l'inverse. Hein. Si tu comprends ce que je dis et si tu réalises que bah, t'as rien de différent d'une bactérie, bah, tu comprends que c'est même pas que nous sommes une espèce parmi d'autres. Nous sommes une intelligence parmi un écosystème d'intelligence et c'est tout. Et on n'a strictement rien de spécial dans le truc. Hein. Et la cognition a émergé partout dans la nature, à plein d'endroits. Elle a aussi émergé en nous, mais bon voilà, on a strictement rien de spécial. Hein. Donc là-dessus, tu vois, je suis pas du tout. Et oui, ça fait partie des choses auxquelles je m'oppose dans la spiritualité, dans l'occultisme et tout, le côté, oui, l'humain, il est spécial, machin, tout ça. Bah non, bah la science dit que non, et précisément, c'est ce dont tu discutes avant, c'est que, et que je t'ai dit que j'étais d'accord, quand la science, elle dit, ça peut pas être comme ça, voilà, c'est tranché. Par contre, l'histoire de manifestation de la matière, ça on n'en sait rien. Ça, c'est la vision réductionniste qui est beaucoup remise en question aujourd'hui, qui est très répandue pour la raison que je t'ai dit, c'est qu'il y a plein de branches de la science, c'est pas leur sujet, donc eux, ils vont pas s'emmerder avec ces questions-là. Donc oui, plein de scientifiques considèrent que c'est comme ça. Donc ça donne une illusion de consensus. Mais c'est comme si on disait que les scientifiques sont d'accord sur le réchauffement climatique. On s'en branle. C'est les climatologues, c'est le consensus des climatologues qui compte. C'est pas le consensus des scientifiques. Les scientifiques, on s'en fout de leur point de vue. Un scientifique, je sais pas moi, un chimiste, son point de vue sur le réchauffement climatique, il vaut pas plus que mon point de vue à moi ou que le point de vue de Madame Michu au café du coin. Parce que c'est le point de vue des climatologues qui compte. Bon,
sur le réductionnisme, c'est le point de vue de ceux qui bossent dessus qui compte, et pas le point de vue des autres dans la science, parce que eux ils bossent sur leur truc à eux. Donc il faut bien comprendre ça, qu'il y a une illusion de consensus, parce qu'il y a une culture scientifique. Mais la culture scientifique, ce n'est pas le consensus. Voilà, j'espère que je suis clair là-dessus. Bon, c'était un peu long, j'espère que ça aura quand même été intéressant, mais ça méritait, quoi, parce que tu mets le doigt précisément sur le cœur de mon travail sur cette chaîne. Donc, tu as pu constater, ça m'a donné l'occasion d'éclaircir plein de choses sur lesquelles, en fait, c'est compliqué sur YouTube, parce qu'il faut faire des vues, il faut répondre à l'algo, donc j'ai pas trop l'occasion, si les gens ne me titillent pas, de creuser ces aspects-là, qui sont vraiment le cœur de mon travail. Moi, c'est là-dessus que je bosse, en vrai. Là, toutes les questions que tu soulèves, c'est des questions sur lesquelles j'ai eu plein de débats, j'ai fait plein de recherches, et c'est vraiment ça mon sujet. Donc je te remercie. Mais maintenant, j'espère que c'est plus clair, et je ne sais pas si tu as compris, mais il faut bien que tu comprennes que on ne sera pas forcément d'accord, et il n'y a pas de souci avec ça. Si tu n'es pas d'accord avec mon projet, encore une fois, je ne dis pas du tout ça pour te chasser, mais voilà, cette chaîne n'est pas pour toi, c'est tout. Il n'y a aucun souci avec ça. À un moment, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais parler plutôt de philosophie, parce qu'en fait, où est-ce que je parle de spiritualité? Où est-ce que je parle où est-ce que je l'aborde sous un autre angle? L'ésotérisme, occultisme. Il y a plein de mots possibles. J'ai ça... Voilà, j'ai ça ici. Voilà, religion, culture, mysticisme, spiritualité, ésotérisme, science, philosophie, développement personnel. Et moi, je parle de spiritualité parce que c'est un petit peu à l'intersection de tout ça, et surtout parce que c'est le domaine auquel je me suis intéressé pendant 30 ans. C'est mon domaine d'expertise. Donc je me suis dit, ouais, je vais pas venir je vais pas venir depuis l'angle de la philosophie, puisque c'est pas mon domaine. Je n'ai pas de credential, je sais pas comment on dit en français, j'ai pas d'autorité dans ce domaine. Et j'en ai pas plus dans celui-là officiellement, mais c'est mon domaine d'expertise. C'est le domaine que j'ai étudié, que je connais bien. Alors je suis parti de là, et je suis resté toujours focus là-dessus. Mais au fil du temps, j'ai étudié les religions, j'ai lu la Bible en entier, Ancien Nouveau Testament, j'ai lu le Coran, j'ai lu les Eddas, j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu dans la tradition hindoue, une partie, je sais plus, des Upanishads, je me souviens plus, c'est tellement vaste, c'est beaucoup trop grand à lire. Bref, le mysticisme, bon, oui, ça c'est mon domaine, puisque j'ai régulièrement... en fait, mon but au départ, après mon expérience mystique, c'était « Ah ben c'est trop cool ce truc, j'en veux d'autres ». Donc, je me suis dit, bon allez, je suis parti un peu naïvement, mais donc maintenant j'ai compris comment ça marche. Donc je peux avoir des expériences mystiques, je vais pas dire à volonté, mais voilà, si je m'y consacre, j'en ai très très régulièrement maintenant. Ce matin, j'ai passé je sais pas combien de temps dans le vide mental, c'était trop cool, et je fais ça régulièrement parce que j'aime bien. Mais voilà, donc ok, ça aussi je considère que j'ai une compétence, une expertise là-dedans. Donc spiritualité, oui, ésotérisme, oui, bon voilà, c'est pour ça que j'aborde Guénon, ça veut pas dire que j'ai la vérité révélée, machin, je donne mon point de vue sur Guénon. Ici, je connais la science, voilà, j'ai étudié ça j'ai fait prépa, donc j'ai quand même été bien imprégné de ce truc-là, mais après je suis pas chercheur, je suis pas docteur en ceci, cela, ok. Mais j'ai continué d'étudier ce domaine-là au fil du temps, notamment beaucoup la biologie, et puis j'ai surveillé, c'est quelque chose qui me passionne, la théorie unifiée, la fameuse théorie qui unifie gravitation et mécanique quantique, plus éventuellement, ça serait cool, la conscience et la psychologie. Donc ça, développement personnel, bon, j'en fais un peu. Et culture, alors ça c'est récent par contre. C'est suite aux travaux de Joseph Heinrich, où là je me suis dit, ouh, ah oui d'accord, j'avais loupé carrément un gros morceau là. Et donc maintenant ça, je commence à avoir des billes là-dedans. Bon bref, donc j'ai perdu le fil, mais je sais plus pourquoi j'ai raconté tout ça. Mais c'est pour dire, oui, l'angle que j'ai choisi, parce que c'est mon domaine d'expertise, c'est de parler de spiritualité, mais en rapprochant avec tout le reste. C'est le sujet de la chaîne.
Donc c'est pour ça que je parle de spiritualité, mais c'est pas la spiritualité que tu connais, dont tu parles là, effectivement. Je prône... C'est pour ça que j'appelle ça la spiritualité 2.0. Alors j'ai vu que j'étais pas le seul, donc il y aura peut-être une dispute sur le nom qu'on va donner à ce truc-là, parce que j'ai pas du tout la même approche que l'autre personne que j'ai entendu utiliser ce terme-là. Mais je plaide pour une refondation complète de la spiritualité qui intègre la science au lieu de s'y opposer, au lieu de partir. Et ça, je connais, hein, le New Age. On est d'accord que la science, c'est pas trop leur truc. Hein. Bon, voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai répondu. Donc maintenant. Le projet de la chaîne doit être plus clair. Tu vas pouvoir décider ce que tu fais, si tu suis ça ou pas, et si oui, pourquoi, et vers où ça va. Et je te remercie encore pour ce commentaire de grande qualité qui m'a donné l'opportunité de clarifier certaines choses.